Bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle Gabriel Marcoux-Chabot et aujourd'hui, dans la salle Marguerite Tellier de la bibliothèque de Chicoutimi, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'écrivain Paul Caxac. Bonjour, Paul. Bonjour, Gabriel. Alors, Paul est originaire de Besançon, en France. Pour faire ses études, il est allé en Suède, puis il a fini par atterrir au Québec et en particulier à Chicoutimi, ici. Il est aujourd'hui détenteur d'un doctorat consacré à la littérature d'aventure, au roman d'aventure de l'entre-deux-guerres français, je pense. Il est également éditeur à La Peuplade, mais il est surtout l'auteur d'un roman intitulé Ténèbres, et c'est principalement pour ça qu'on l'accueille aujourd'hui. Paul, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour nous présenter ce roman-là, Ténèbres. Imaginons qu'il y a des gens dans le public qui n'ont pas encore pris connaissance de ce roman-là. Comment tu pourrais nous le présenter en quelques mots? Eh bien, Ténèbres, c'est un roman d'aventure qui se passe au 19e siècle dans l'État indépendant du Congo, qui était la partie africaine qui appartenait en personne au roi Léopold II, le roi des Belges. Et Ténèbres raconte, entre autres, puisque c'est un roman à histoire multiple, mais il y a quand même une trame principale, l'histoire d'un jeune géomètre qui doit aller délimiter, matérialiser une des frontières du nouveau pays du roi Léopold, puisque les frontières ont été dessinées et décidées arbitrairement en Europe, à Berlin, à la conférence de Berlin, sur des cartes, et qu'il fallait ensuite les matérialiser. Et allant effectuer ce travail, le géomètre va tout simplement se déliter, se perdre dans l'horreur coloniale. Dans ce délitement fiévreux et cette descente aux enfers, il va être accompagné d'un travailleur chinois qui travaillait sur les rails du chemin de fer reliant, disons, la côte du Congo à Léopoldville, maintenant Kinshasa, de Matadi à Kinshasa aujourd'hui. Et ce travailleur qui a quitté son travail de fabricant de rails, d'homme de force, finalement possède certains pouvoirs, un pouvoir magique d'art divinatoire et d'art de découpe humaine. Et ce qui va se passer, c'est que le géomètre, à mesure qu'il va découper le pays du roi Léopold II, va demander à ce travailleur de le découper lui-même, puisque c'est ce qui va lui permettre de se sauver, disons, par un échappatoire spirituel et mystique de ce mauvais pas, finalement, dans lequel il est. Et bon, bref, tout le livre est là pour parler de la violence européenne, de la violence coloniale, et on revient sur le passé de certains personnages en Europe. Oui, c'est ça, parce qu'on accompagne ce personnage principal, Pierre Claes, le géomètre. Il y a plusieurs personnages secondaires, dont celui-ci de Xiao, la prononciation n'est pas... Ce Chinois-là qui peut lire l'avenir. Il y a toutes sortes d'autres personnages secondaires fascinants. C'est un roman complexe qui est aussi écrit dans une langue assez fascinante qui s'inspire des grands écrivains français de la fin du 19e, dans son style, dans son déploiement. Là, tu nous as présenté un peu l'histoire. On a des prémices pour des gens qui voudraient savoir à quoi s'attendre en plongeant dans cette histoire-là. Mais j'aimerais que tu nous parles maintenant du processus d'écriture qui t'a amené ça, à écrire ce roman-là, parce que c'est quelque chose de complexe. Il y a ce contexte historique du Congo colonial. Il y a ces personnages dont accompagne le destin. Il y a ce style-là qui s'apparente à nos écrivains français du 19e siècle. Comment ça s'est construit, tout ça, toutes ces couches d'écriture-là, je dirais de l'impulsion initiale peut-être jusqu'aux dernières révisions avant d'envoyer le livre à l'impression, mais comment ça s'est élaboré? Ça s'est fait à la fois en étapes, à la fois consciemment et inconsciemment. Je pense que ça s'est fait aussi à l'issue d'un doctorat, comme tu l'as dit, sur le roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres françaises, doctorat qui m'a amené à lire, en fait, à lire de nombreux livres qui tournaient autour de la littérature d'aventure, la littérature coloniale, l'imaginaire du 19e siècle, etc. Ça a été comme finalement un retour de flamme. On va dire que le travail doctoral, le travail de recherche finalement est un travail de compression. À l'intérieur de moi, il y a eu, disons, sous haute pression et haute température, il y a eu fusion et transformation des éléments, puis décompression. Et ça, c'est la phase romanesque, la phase d'écriture romanesque. Fait que c'est un peu cet univers-là du roman d'aventure qui est venu en premier, si je comprends bien. Cette espèce de
Oui, ce qui est venu en tout premier, c'est parce que pendant mon doctorat, j'étudiais aussi, parce que ça faisait partie de certains aspects de ma thèse, des théories de Georges Bataille sur la mutilation. Comme quoi la mutilation peut être est un accès à l'érotisme, puisqu'il remet en question les limites de notre corps, et que précisément l'érotisme pour Bataille est une relation à la limite, quelle qu'elle soit, enfin la limite de la vie, de l'expérience vivante. Et donc d'abord la première chose qui m'intéressait, c'était cette relation à l'expérience limite qui représente la mutilation. Et ensuite est venu, j'ai découvert finalement un peu plus l'histoire du Congo, et à ce moment-là, les deux collaient très bien. Et, c'est là que j'ai vu que ça pouvait être très signifiant ou éclairant de mettre l'un avec l'autre. De combiner ça, l'idée de la découpe humaine, de la mutilation qui vient avec le personnage de Chichao, puis le contexte colonial avec notre géographe qui vient s'intégrer là-dedans. Fait que ça, c'était au début. Mais après ça, cette histoire-là, elle se déploie à travers toutes sortes de personnages. Il y a une quête aussi, parce que Pierre Claes est un peu perdu à travers cet univers-là, mais en parallèle, il y a son père adoptif, en fait, Phileas van der Dorp, qui essaie de retrouver ce fils-là qui est un jour abandonné. Puis, à travers leurs souvenirs, on découvre le passé de ces personnages-là. Comment ça s'est élaboré, cette histoire-là? Parce qu'à partir du moment où tu as ton univers, on ne crée pas un roman de plus de 300 pages comme ça, juste à partir de ces prémices que tu nous as présentées là. Par à coup, en fait. On commence un peu par écrit, et puis... à un moment, je sais pas, par exemple, Phileas van der Dorp, je l'ai rencontré dans une coupure de journal belge de l'époque. Il s'appelait pas Phileas, c'est moi qui l'ai appelé Phileas, mais un certain van der Dorp, et les journaux belges francophones à l'époque n'étaient pas capables j'ai peut-être 3 articles sur lui, et son nom était tout le temps mal orthographié. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est un personnage intéressant, etc. Donc ça va être le père de mon héros. Puis là, ça mûrit. On se dit, tiens, effectivement, quelqu'un dont le nom est mal, le patronyme est mal défini. Effectivement, c'est un bon personnage de père. Tiens, et qu'est-ce qu'il fait au Congo? Bon, on va lui inventer une histoire. Il est parti. Pourquoi il est parti? Bon, parce qu'il est amoureux, facile, etc., etc. Et c'est vraiment un peu comme un certain ludisme, un peu comme quand on joue quand on est enfant. Mais je pense que quand on est enfant, on va chercher dans ses propres expériences, et moi j'allais chercher beaucoup dans l'expérience littéraire ou autre. Puis à la fois dans la fiction et dans le réel. Finalement, c'est comme si ton cerveau devenait une espèce de collimateur pour tout ça, parce que tu dis, j'ai trouvé dans une découpure de journaux ce personnage de Van der Dorp, qui est peut-être pas le personnage principal, mais qui est un des personnages principaux. On l'accompagne beaucoup dans l'histoire. Puis en même temps, on croise des personnages qui sont issus de la fiction. Il y a Madame Cointet, que tu es allé voler chez Balzac. Même le patronyme de ton personnage principal, Claes, vient aussi de Balzac. Et à travers ça, il y a des personnages réels, des écrivains réels qu'on va croiser aussi. On va croiser Baudelaire, on va croiser Hugo, on va croiser toute une galerie de personnages réels aussi. Fait que c'est au fil de tes inspirations, de tes lectures, que un déclic se faisait. Tu dis, lui, il va avoir sa place dans l'univers. Ouais. Je pense que pour moi, c'est une des clés de la réussite, justement, d'aller un petit peu... pas de l'écriture spontanée, mais disons de laisser les idées venir par à coup. Quand, je sais pas moi, que Baudelaire arrive, ça m'est venu comme ça. J'écrivais, tiens, il y a une jeune poète, et en plus elle connaît Baudelaire. Bon, hop, on met Baudelaire. Puis tout à coup, Baudelaire devient important, puis on va même assister à sa mort dans le roman. Il va jouer un rôle quand même... Mais sachant que c'est toujours motivé, finalement, parce que Baudelaire... Dans mon inconscient français culturel, il est très important, donc c'est normal que j'ai pensé à lui. Donc c'est pas parce que c'est hasardeux, c'est pas parce que c'est spontané plutôt que c'est un hasard. Au contraire, en général, c'est motivé par soit mon inconscient, soit un inconscient collectif, soit avec lequel je laisse surgir une espèce de matière inconsciente et ensuite je l'organise un petit peu de façon consciente. Mais j'aime bien que le surgissement soit pas maîtrisé. Et c'est ça, c'est pas vraiment hasardeux. En général, ensuite, il y a des sens qui se créent, il y a des couches de sens, parce que ce qui ressort,
on est sous la pression du sens, donc ce qui ressort de nous, malgré nous, c'est du sens. Enfin, oui, tout à fait, parce que quand on le lit, on n'a pas l'impression, parce que ça pourrait donner l'impression avec ce que j'ai dit, que c'est un ensemble de pièces détachées, mais tout ça s'articule ensemble. Chacun de ces personnages-là contribue à donner plus de profondeur, plus de profondeur psychologique à un autre personnage, va entrer en résonance avec une autre scène. Fait que tout ça se construit d'une façon très élaborée jusqu'à donner Ténèbres. Ce roman-là que tu as publié il y a presque un an exactement, c'était en janvier, au début de l'année 2020. Et là, on avait eu l'occasion de se parler. En fait, la dernière fois où j'ai eu l'occasion de parler avec Paul Kagzak, c'était justement à la sortie de ce roman-là. On avait eu un entretien à son sujet qui avait donné lieu, qui avait été publié dans le dernier numéro de la revue Zone Occupée, si les gens sont intéressés à aller voir ce qu'on a pu dire à ce moment-là. Mais le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts. On est un an plus tard et ton roman a beaucoup voyagé. Il s'est promené, il y a eu beaucoup de succès, il s'est promené dans la francophonie un peu partout. Juste à regarder, pour pas trop en oublier, mais pour l'instant, tu es lauréat du prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici dans la catégorie roman. Tu as gagné le prix littéraire de Trouville en France, le prix des lecteurs de l'Express, BFM TV. Tu es aussi finaliste pour le prix littéraire des collégiens ici au Québec. Dans la sélection du prix des libraires ici au Québec également. Et je pourrais continuer la liste. Je pense que tu es finaliste ou sélectionné pour à peu près 7 ou 8 autres prix un peu partout dans la francophonie. Et la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est comment tu vis, comment tu réagis face à cette reconnaissance-là que tu ne pouvais probablement pas prévoir il y a un an à peine? C'est à la fois on est content parce qu'on est validé d'une certaine façon, hein. Même si théoriquement on n'aurait pas besoin de cette validation, hein. Bien sûr, dans le meilleur des cas, on devrait s'affranchir de la validation pour la création, mais dans les faits, on est conforté par cette validation-là. Après, on peut se ressentir redevable aussi, c'est-à-dire on doit redevable de on ne sait pas trop quoi, mais on dit qu'on a l'impression de devoir quelque chose aux gens, d'avoir été d'avoir redonné en fait en retour ceci. Et après, on a souvent la question, allez-vous en écrire un autre? Ce qui met éventuellement une pression. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis on va revenir à ça. On va revenir aux autres, parce que Ténèbres ne s'inscrit pas, c'est pas un roman qui sort de nulle part, s'inscrit dans une œuvre plus globale, l'œuvre de Paul Kagzak. Mais il y a cette reconnaissance, il y a la presse, il y a la joie de l'avoir, cette reconnaissance, cette confirmation-là, la pression qui vient avec ça. Mais il y a aussi une espèce de chance non négligeable, c'est-à-dire que ton roman a été beaucoup lu. Ce roman-là n'est pas passé inaperçu, il a été lu par des lecteurs, il a été commenté par beaucoup de gens, et c'est pas la première entrevue que tu as l'occasion de donner au sujet de ce livre-là. Tu as eu l'occasion de discuter abondamment de Ténèbres dans les derniers mois. Et je me demandais, ce passage justement-là, est-ce que ça t'a fait prendre conscience de certains aspects de ton roman qui t'avaient peut-être échappé au départ? Est-ce que la vision que tu avais de ton roman s'est modifiée à force d'en discuter, à force d'échanger avec des lecteurs, avec des intervieweurs à son propos? Oui, sur certains aspects, oui. Après, on dirait que le roman, il s'éloigne de moi. Et ça, c'est vraiment tant mieux. Donc, c'est que j'y pense pas beaucoup au roman lui-même. Je pense au processus créatif global qui l'a précédé ou qui le suivra, qui n'est pas forcément... et aussi, je pense, en fait, c'est un an, c'est court. Hein. On a peu le temps de... Parce on a des retours de lecture, oui, qui nous apportent des points de vue. Sur plein de vues, disons, ponctuels, précis, oui, il y a beaucoup de lectures. Chacun arrive avec une lecture, j'en ai pas en tête, mais on se dit « Ah oui, ça c'est vraiment... J'avais jamais pensé à ça, c'est vraiment une bonne lecture, ça me valide, etc. » Ça valide encore des réseaux de sens. Donc ça, j'en ai eu beaucoup. Mais l'impression de comprendre qu'est-ce que j'ai fait en écrivant ce roman, j'en suis pas encore là. J'ai pas saisi encore vraiment, c'est comme... Je suis dans une phase de débriefing. Et c'est lent. Et je comprends des fois petit à petit. Par exemple, de plus en plus, je me suis remis à relire des romans. Des fois, on a des phases de lecture, on lit moins de romans que d'autres, des romans romanesques. Et là, on se rend compte, finalement, on se rend compte peut-être c'est quoi écrire un roman. C'est comme si celui-là, je l'avais fait d'une façon naïve, sans vraiment y penser. Puis là, on se dit, bon, ça implique...
On fait comme des découvertes. J'ai pas d'exemple vraiment à donner, mais... Comme une petite prise de distance par rapport au processus d'écriture, mais vraiment c'est plus par rapport à la démarche de création par rapport à la ténèbres comme œuvre en tant que telle. Alors, dans le même ordre d'idée, Paul, ces lectures-là, ces rencontres-là, ces discussions que tu as pu avoir à propos de ton roman, je me demandais si ça n'avait pas fait aussi l'inverse. Est-ce qu'il y a des aspects de ton roman, des choses que tu as mis volontairement, que tu as l'impression qui ont été passées sous silence? Est-ce qu'il y a des aspects de ce livre-là dont tu aurais aimé qu'on parle davantage ou que toi-même tu aurais aimé parler davantage puis que tu te rends compte que tu n'as pas eu l'occasion de le faire dans cette année-là? Oui, certainement. C'est lesquels? C'est la question. Il y a l'humour. Des gens l'ont relevé, mais je trouve que c'est un roman, il y a beaucoup d'humour. J'ai beaucoup ri en l'écrivant. C'est-à-dire que on se positionne toujours, j'ai positionné un peu mon pathos et mes situations rémanesques dans à peine trop pour que ça devienne un peine cliché puis drôle. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on grossit à peine le trait. Et pour moi, c'était volontairement comique. C'est-à-dire, c'est un roman qui bien sûr, il est très triste, mais en même temps il est comique. Par exemple, quand il y a, je sais pas moi, il y a un chien fantôme son chien n'arrête pas de lui dire de tuer ses enfants. Il le donne à un marin, le bateau coule dans l'Atlantique Nord, etc. Là, le chien revient, il ouvre la porte, il fait tuer des enfants. Là, moi, je rigolais, là, c'était quand même... c'était vraiment trop drôle. Alors, c'est un sens de l'humour particulier. Oui, parce que ça s'inscrit toujours. C'est à propos d'un chien fantôme qui dit à un père de tuer son enfant. Fait que l'humour peut comme être plus... Non, c'est ça. C'était toujours l'entre-deux. C'est toujours l'entre-deux que j'aime explorer. Et il y a des gens qui m'ont dit, le roman vraiment est très drôle, mais peu. Et je trouvais que ces gens-là avaient saisi quelque chose. Mais après, chacun en fait la lecture qu'il veut. Mais précisément, cet humour-là permettait mais quelque chose, finalement, une conclusion qui était très sombre, en fait. C'est-à-dire que même de ça, même d'un roman sur la colonisation horrible du Congo, même finalement, on peut rire, quoi. Pas rire des morts colonisés, mais on peut finalement peut-être que la vie est rien qu'une farce. Donc, et ce qui est quand même un constat très difficile. Donc, c'est peut-être l'aspect le plus sombre. En fait, peut-être les gens n'ont pas vu j'allais dire la sombritude, l'obscurité du roman où on refuse de... Cet aspect-là, un peu, je me compare pas du tout en style, mais une espèce de célinien. Et il me semble que, par exemple, chez Huysmans, on a beaucoup d'humour aussi, par exemple. Il parle c'est très mystique, c'est très spirituel, c'est très... je parle pas seulement d'Arbour, je parle encore plus d'après. Ça pose des questions fondamentales sur le sens de la vie, et puis en même temps, certains des héros de Huysmans sont complètement ridicules, et je pense que Huysmans, en tout cas, en riait. Ou Céline, ou peut-être même, je sais pas moi, Septimus chez Virginia Woolf, j'en sais rien. Des personnages très tragiques, puis finalement on s'aperçoit. Il me semble que c'est ça que je te disais à un moment dans une vidéo. On me demandait quel personnage de fiction je voudrais connaître, et je disais que c'était le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'il me semble qu'un roman, il y a toujours un sourire. Ça va avec le roman. En fait, on peut raconter la pire des choses, il y a toujours un sourire pour dire que c'est pas vrai, c'est que des mots. Et en plus, on joue souvent avec des traditions. Il y a comme une espèce de chat malin qui apparaît, qui disparaît. Et ça, c'est très triste au final. Donc, oui, c'est ça. C'est un humour qui est toujours qui est mêlé avec la tristesse, puis qu'on peut avoir de la misère à le saisir au premier abord, parce qu'on peut être, comme lecteur, on est frappé par le degré de violence, d'étrangeté. Ça enlève rien, c'est très déstabilisant. Ça enlève rien à ça. C'est ça, c'est que ce sourire-là qui vient, il est complémentaire il est philosophique.
Il n'est pas dénigrant, genre ah, c'est rien, on en rit, hein, c'est pas du tout ça. Est-ce que ça veut dire que si des lecteurs ont lu Ténèbres ou lisent Ténèbres, puis rient aux éclats ou un sourire, c'est correct? Il ne faut pas se laisser déstabiliser par toutes les critiques qui présentent le livre, qu'on voit les atrocités de la colonisation. On peut se permettre d'en rire aussi, de rire avec l'auteur, parce que lui-même s'est permis de rire en l'écrivant. Le roman ne va jamais se moquer d'un travailleur ou une travailleuse colonisée violentée, c'est pas la question. Elle va se moquer de quelqu'un qui essaie de donner du sens à la vie, par exemple, plein d'Européens qui, au XIXe siècle, on va essayer de donner un sens, mais finalement, c'est assez ridicule. Ou enfin, aussi beaucoup rire de la littérature elle-même, qui est la littérature dont je me moque, c'est bien sûr la littérature française. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est le sens que je moque, pas la souffrance. C'est pas faire un livre de blagues, des meilleures blagues, blagues de violence coloniale. C'est un géomètre belge et un employé chinois dans un bateau. Oui. On n'ira pas plus loin que ça. Maintenant, je voudrais peut-être aborder, il y a certains thèmes qui m'ont frappé, qui m'ont marqué quand j'ai lu Ténèbres, puis j'aimerais t'entendre sur ces thèmes-là. Il y en a un qui est, on en a parlé, là, qui est au cœur de l'ouvrage, qui est même celui qui a motivé ton écriture, si j'ai bien compris ta réponse à ma question tout à l'heure, celui de la mutilation, de la découpe qui s'étend dans la découpe humaine. Ce thème-là de la mutilation, il est beaucoup développé. C'est la mutilation du pays qu'on découpe. Le géomètre est là pour ça. Mais il devient aussi très, très concret dans le sens qu'on coupe des êtres humains en morceaux dans ton roman. Mais il y a un contraste assez fort entre deux formes de mutilation dans ce texte-là. Parce qu'il y a la pratique des colonisateurs belges qui vont, par exemple, sectionner les mains des esclaves qu'ils abattent comme preuve qu'ils n'ont pas gaspillé des balles, finalement, qu'ils ont vraiment abattu quelqu'un. Et ensuite, on a l'art du lingxi qui est pratiqué par Chi Chao, qui est un bourreau chinois qui va découper, qui pratique un art qui vise à découper un être humain, mais en le gardant vivant le plus longtemps possible. Puis a priori, les deux pratiques peuvent sembler aussi barbares et déstabilisantes l'une que l'autre, sauf que dans ton roman, tu les traites de façon très, très différente. C'est-à-dire que la découpe des mains est présentée comme quelque chose d'horrible, d'atroce, comme qui est lié à toute la violence coloniale et les dénoncée explicitement dans le texte, tandis que la découpe humaine qui est pratiquée par notre bourreau chinois, au contraire, elle va toujours être mêlée d'amour, de tendresse, d'érotisme, de sensualité. J'aimerais que tu nous parles de ce contraste-là. Donc, oui, c'est vraiment une question qui est au centre du livre, puis pour laquelle je n'ai pas de réponse définitive. Hein. C'est aussi un des aspects qui m'a paru inquiétant, c'est de ne pas avoir de réponse à cette question-là, pas définitive. Mais, et aussi, la découpe chinoise telle que je la présente, c'est telle qu'elle a été fantasmée par les Européens et non pas telle qu'elle a été pratiquée. C'est-à-dire que mon personnage de bourreau découpeur chinois est inspiré de Georges Bataille, de Pierre Macorlan et d'Octave Mirbeau, qui sont trois auteurs qui l'ont beaucoup mis en scène, enfin beaucoup, chez lesquels il a une grande importance. Macorlan moins, mais il est dans un roman de Macorlan. Mais Mirbeau et Bataille. Donc déjà là, il y avait une mise en abîme d'un imaginaire européen. En Chine, c'était simplement une torture. Il n'y avait pas de plaisir. Aucun érotisme, aucune tendresse, aucun amour. Mais... Je sais pas, je suis pas... C'est pas ici, mais c'est pas dans les... En fait, je sais pas. Je connais pas assez la culture chinoise, mais je connais la réception de cette pratique-là, qui a été étudiée, qui a été documentée. Et moi, je dirais que c'est l'érotisme pour Georges Bataille. Il dit c'est l'approbation de la vie jusque dans la mort. C'est-à-dire essayer de pousser le plus loin la vie dans une expérience qui la rapproche le plus de la mort, mais pour la prouver, c'est-à-dire pour finalement la célébrer. Donc par exemple, mon personnage étant découpé avec amour, avec consentement et avec tendresse, va de plus en plus, à mesure qu'on lui enlève la peau, va de plus en plus se sentir chair, va de plus en plus se sentir, et de moins en moins peut-être se sentir petit mâle occidental, va plutôt retourner à la nature, va retourner à la fusion avec ce qui l'entoure, avec les êtres, enfin, il va reconstruire quelque chose. Et d'un point de vue en tout cas métaphysique, ontologique, spirituel, peu importe. Et pour ce qui est de la mutilation
des mains ou des cultures ou des territoires. Là, c'est l'inverse, c'est l'approbation de la mort jusque dans la vie. Donc on n'est pas du tout dans une logique érotique. On est, et c'est bien là qu'il y a le problème en fait. On est voilà, dans l'irruption de la mort et sa célébration, son utilisation à des fins de pouvoir et d'argent, souvent qui sont basses et matérielles. Donc détaché de toute spiritualité ou de voilà. Le problème pour mon personnage découpé vivant, le fait de mourir de façon prématurée, c'est pas un problème parce que sa vie aura été plus intense. Par contre, les colons sont dans une idée de, enfin la pratique coloniale est dans une idée de dominer pour se perpétuer et finalement voilà, d'approuver la mort pour une petite vie. Même si le geste peut se ressembler dans son résultat, finalement, l'intention n'est pas la même, il n'est pas reçu de la même façon. Puis il y a fondamentalement la question du consentement, finalement. Oui. Dans l'acte de la découpe humaine, de la façon dont tu le présentes, il y a toujours ce consentement de la victime qui s'offre d'une certaine manière, ce qui n'est absolument pas le cas avec un esclave en fuite qui se ferait abattre et découper en morceaux par le Belge dominant du moment. Après, bon, on s'aventure dans des eaux très dangereuses, mais on est reste dans la littérature. Chez Sade, il n'y a pas forcément de consentement. Et on peut avoir un érotisme de la torture. Donc, mais tu t'es pas avancé vers non, là. Je ne suis pas allé dans Sade parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais ce sont des eaux beaucoup plus sombres que Ténèbres et j'ai pas la force pour aller là. Non, tu es resté, même s'il y a une présence de la mort, de l'érotisme aussi, il y a énormément d'amour. Il y a énormément de tendresse dans ce roman-là. Puis c'est un autre thème que je voudrais, à propos duquel je voudrais t'entendre parler un peu, parce que l'amour est présent. On l'a abordé un peu à travers cette relation-là entre Pierre Claes et Xi Chao, le bourreau chinois. Parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais ce personnage-là, Xi Chao, aussitôt qu'il va rencontrer Pierre Claes, il va tomber amoureux de lui. C'est dit clairement. On a l'impression d'être dans un film quand deux personnes se cognent la tête et ramassent leur cahier ensemble ou c'est un coup de foudre instantané. Il sait qu'il est amoureux de lui, puis à partir de ce moment-là, leurs destins vont être liés pour toujours. Il le sait. C'est vraiment un coup de foudre. À côté de ça, on a d'autres histoires d'amour. On a le père adoptif de Claes, Phileas van der Dorp, qui, lui, va poursuivre un amour impossible pour une femme, Manon Blanche. Puis je dis impossible parce qu'il va tout abandonner pour elle. Il va abandonner son fils adoptif, il va abandonner la mère de cet enfant-là pour la poursuivre. Il ne va jamais vraiment réussir à la rejoindre. C'est vraiment un amour impossible. Un peu plus conventionnel, disons, une espèce d'amour romantique impossible. Mais il y a un amour aussi pour son fils. C'est comme s'il pourchassait deux amours. Il va poursuivre Manon Blanche pendant un certain temps, puis ensuite, il va essayer de retrouver ce fils qui a abandonné. Mais par amour aussi. Il y a un amour qui semble pousser. Puis je me dis, qu'est-ce que ce roman-là, qu'est-ce que Ténèbres nous dit de l'amour à travers ces personnages-là? C'est pas forcément joyeux. Parce que... Même si on en rit? Ouais. Bon, déjà, ce que ça dit, c'est que... il me semble, parce que je ne me suis pas dit en l'écrivant, je vais dire ça, mais ce que je peux revoir en y repensant, c'est que l'amour, disons, conventionnel, traditionnel, entre un homme et une femme, dans le cadre d'un couple, ça ne fonctionne pas. Je ne parle pas des anecdotes de ma vie privée ou des vies des gens, hein, je parle de réalité romanesque. Dans ce roman, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est compliqué. Ça fonctionne pas dans le cadre de l'exacerbation romantique. Par exemple, pour le personnage de Van der Dorp, il est fou amoureux, comme les livres, finalement, comme sa société lui a appris à être fou amoureux depuis les pratiques médiévales. Je peux du bel amour, ou je ne me souviens plus le nom, l'amour courtois, le fin amour ou l'amour courtois, jusqu'à son 19e siècle à lui. On lui a appris une relation amoureuse d'homme-femme qui doit passer par un débordement souffrant envers lui et dont l'aboutissement serait une espèce de fusion. Voilà, ça marche pas, c'est ça que je voulais dire. Ça fonctionne pas. Parce que c'est un amour finalement construit. Après,
il y a aussi un amour entre un prêtre anglican et aussi une jeune femme de bonne famille qui fonctionne, mais pareil, il y a toujours une limite de relation à l'absolu, c'est-à-dire ce que va dire c'est ça, c'est que l'amour a des problèmes dans sa relation à l'absolu, c'est qu'il aspire à ça et que ça, en général, ça déraille. C'est ça qu'on voit souvent dans ce livre-là. Par ailleurs, il est polymorphe, comme tu as dit, c'est-à-dire que ça peut être de l'amour pour un enfant, ça peut être de l'amour pour un être, enfin ça peut être de l'amour hétérosexuel, ça peut être entre adultes, de l'amour homosexuel entre adultes, de l'amour pour un enfant qui peut être quand même érotique, sans être pédophile. Par là, je veux dire qu'il y a de l'érotisme et de la sensualité, je sais pas, à changer les couches de son enfant. Enfin, pour Bataille, on est dans la limite de l'être, l'érotisme n'est pas le synonyme de sexualité, hein, pour Bataille. Il y a une relation charnelle, en fait, et amoureuse entre parents et l'enfant. Il y a des relations charnelles entre les adultes, peu importe le sexe, hein, le roman s'en fiche bien. Puis même dans le roman, quand on parlait de découpe humaine, il n'y a pas de sexualité là-dedans, mais on est quand même dans quelque chose, dans une sensualité, mais d'un autre ordre. Donc on a un désir polymorphe qui ne trouve pas satisfaction dans la tradition homme-femme traditionnelle, que ce soit le couple, parce que voilà, Van der Dorp, finalement, son couple ne marche pas très bien, même s'il avait été amoureux de Camille Claes, son couple c'est vite ennuyant. Et ce désir-là va chercher une issue en espérant qu'il n'y a pas que la découpe humaine qui permette d'être une issue, mais en tout cas il n'y a pas de réponse. Mais c'est ça, c'est un désir polymorphe qui cherche son qui objet, demande plus que ce qu'on lui offre. Oui, tout à fait. Qui cherche quelque chose, qui ne trouve jamais exactement ce qu'il veut, mais qui continue de chercher quand même, soit qui change d'objet ou qui cherche plus loin. Et qui n'est vraiment pas réduit à la sexualité génitale. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, dans le roman, c'est ça. On a un ensemble d'exemples complètement différents. Ou des amis, de l'amitié, par exemple, qui peut être très amoureuse. Voilà, le désir est vraiment... Le roman nous en offre toutes sortes d'exemples, toutes sortes de portraits différents. Puis entre autres, quand on parlait de Phileas van der Dorp envers Pierre Claes, qui est son fils adoptif, il va essayer de le retrouver pendant à peu près tout le roman, finalement. C'est sa quête à lui. Ça m'amène à parler d'un autre sujet qui est présent beaucoup dans ce livre-là, c'est celui de la paternité, justement. Parce qu'on a Phileas van der Dorp qui cherche à retrouver son fils adoptif, puis du côté de Pierre Claes, bien, lui, il a été doublement abandonné par son père, finalement. Parce que là, on a parlé de Phileas, qui est son père adoptif, qui l'a laissé tomber, mais il y a aussi son père biologique, Thomas Brel, qui est quand même très particulier comme personnage, qui, lui, a préféré se trancher la gorge après avoir eu la relation sexuelle qui va finalement donner Pierre Claes. Il a abandonné son fils avant même sa naissance. Et Thomas Brel est lui-même fils d'un père très particulier, celui qui a rencontré le chien qui lui disait de tuer ses enfants, qui était victime d'hallucinations, qui a été conduit par ses hallucinations à se trancher lui-même les couilles et qui a préféré, lui, se pendre plutôt que de tuer son fils, obéissant à ses visions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de la paternité, du rapport à la paternité, ce roman? Paul Cazac. C'est pas serein. C'est pas serein. C'est pas serein. Je dirais que c'est un grand... ça dit surtout que c'est un grand mystère pour moi. Qu'il est habité aussi par plein d'images, notamment judéo-chrétiennes. Tue ton fils, on est dans Abraham et Isaac. L'abandon, je pense que Moïse est aussi un enfant abandonné. Il y a Jésus qui demande Jésus, à son pourquoi père. m'as-tu abandonné? Et la fin du roman, il y a vraiment, je pense, quand même, c'est ce que dit Claes. C'est cité presque textuellement. À Van der Dorp, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, et surtout, ce qui m'intéressait, c'était, on est dans une société patriarcale, hein, qui, sans conteste, je veux dire, sans conteste patriarcale, qui se manifeste de plein d'ordres. Ça m'intéressait au sein de cette société patriarcale aussi d'aller étudier le lien père-enfant, qui me semble et qui me semblait particulièrement plus au 19e, hein, dans l'idée d'une construction d'une virilité, de façon de construction violente, hein, d'une virilité plus nocif, qui forcément est plein d'amour, parce que les humains sont les humains, et globalement,
on aime ses enfants, malgré soi ou mal parfois, mais on les aime. Mais je voulais étudier dans un cadre d'une violence patriarcale, d'une construction de la virilité problématique, aussi, et dans un contexte judéo-chrétien. S'il y a bien une chose que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que moi qui n'ai pas été baptisé, qui ne suis quasiment jamais allé à l'église de ma vie, qui n'ai reçu aucun catéchisme ni rien, je suis fondamentalement judéo-chrétien. C'est-à-dire que ça revenait des schèmes de pensée, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ça revenait. Et donc c'était aussi découvrir ça, l'exploiter. Hein, différentes situations, père-fils, à la fois problématiques, pleines d'amour. On a toujours un amour problématique. Finalement, si le père avait aimé son fils, il n'y aurait pas eu d'histoire dans ce roman-là. Si Léopold II, figure de père avec une grande barbe, avait aimé ses sujets, ou même il n'aurait jamais colonisé le Congo de cette façon-là. Il n'y aurait eu aucune façon de bien le coloniser, qu'on s'entende, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, on est pareil, on est dans l'idée d'un roi qui n'a que mépris pour ses enfants. Et dans la vie privée, Léopold II a été terrible avec ses enfants. Donc on est dans un problème où, dans une situation patriarcale, où tout le pouvoir est donné au père, celui-ci ne sait pas aimer ses enfants. Et c'est peut-être ça que je voulais explorer. Oui, puis ce qu'on voit, ce qui se dessine à travers tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est beaucoup... Tout ton roman, en fait, vient montrer le côté nocif de certains cadres mentaux, de tous les modèles qui nous habitent, finalement, puis qui ne sont pas satisfaisants, ne satisfont pas aux exigences peut-être fondamentales de l'être ou de l'individu qui aspire à autre chose. Puis on voit ces individus-là prisonniers de toutes sortes de structures, que ce soit celle de l'amour, que ce soit celle de la géopolitique, que ce soit celle des relations père-fils, finalement, puis on les voit essayer de chercher autre chose que ça. Puis j'ai l'impression que ce roman-là vient faire ça, vient mettre en lumière les limites de ces structures-là puis leur côté nocif pour les individus aujourd'hui. Aussi leur beauté, c'est ça qui est paradoxal. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont très nocives, mais Dieu le Père dans le ciel, avec plein d'anges, plein de musique religieuse, c'est aussi très beau. Ouais. C'est ça, le père de Claës, Thomas Brel, est complètement envoûté par la mystique chrétienne. Et il s'aperçoit, et ça le ronge, ça le détruit, c'est ce qui va le pousser au suicide. Parce qu'il y a une grande culpabilité, mais l'histoire d'Abraham et Isaac, c'est une bonne histoire. Elle est terrible, mais c'est une bonne histoire. Ouais. C'est ce qu'on pourrait dire de Ténèbres aussi. C'est terrible, mais c'est une bonne histoire. Ouais. C'est magnifique, parce que c'est terrible tout ce qu'on raconte, c'est terrible tout ce qu'on décrit. Il y a de la souffrance qu'on voit là-dedans, mais en même temps, il y a de l'amour, il y a de la beauté, il y a tout ça, ce qui fait que c'est un roman qui est très sombre, d'où son titre, mais en même temps qui rayonne de cette espèce d'étrange lumière-là qui est beau, qui est magnifique. On pourrait continuer à parler longtemps de Ténèbres, parce qu'il y a toutes sortes d'aspects dont on n'a pas parlé. Il y a toute espèce de réalisme magique qu'on trouve dans le roman, les rêves, les hallucinations, les animaux qui parlent. Il y a des personnages fascinants dont on a parlé un petit peu, comme ce révérend qui est John McAlpine, qui est avec Louise Sweeney, qui ont un projet utopique de ville... parfaite en Afrique. On a Mpanzu, qui est un esclave noir. Il y a sa sœur, qui a une espèce de destin complètement tarantinesque dans le livre. Il y a tellement de choses. Ah, puis il y a Mohamed Adjeras, un savant arabe, homosexuel, qui vient faire son tour aussi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire par rapport à ce roman-là. On n'a pas assez de temps pour le faire. Fait que, lecteur, plongez-vous dans l'œuvre. Vous allez découvrir ce dont on a parlé, puis d'autres choses encore. Mais avant qu'on se laisse, Paul, j'aimerais qu'on prenne quand même quelques instants pour situer ce projet-là, Ténèbres, dans l'ensemble de ton œuvre. Parce qu'il s'est présenté comme étant ton premier roman, et c'est vrai, c'est ton premier roman. Mais c'est pas ton premier livre, c'est pas le premier texte que tu écris. Avant ça, il y a quelques années auparavant, en 2015, on avait L'Extincteur adoptif, quelque chose qui est assez difficile à classer sur le plan générique, qui peut être un petit peu étrange. En 2017, ça c'était chez Moult Éditions. En 2017, Un long soir, une suite de micro-récits publiés à La Peuplade. Ensuite vient Ténèbres, et en ce moment même, au moment où on se parle, tu es en résidence au Centre Bagne pour un projet littéraire qui s'intitule « L'autre histoire du ski, volume 1 », et qu'on présente comme un essai d'autoportrait transversal. J'aimerais que tu nous parles de comment tu situes Ténèbres par rapport à l'ensemble de ta démarche littéraire, disons. C'est pas facile.
On a 1 minute. Ouais, alors... dès le moment où j'ai commencé à écrire, on va dire vers 2010-2011, j'ai tout de suite eu conscience que j'avais envie d'explorer des formes classiques, dont Ténèbres par exemple est, parce que j'avais envie de me situer par rapport à ma culture, littéraire principalement, mais globalement ma culture, hein, puisque ça va jusqu'à judéo-christianisme. Par rapport à la forme classique et aussi par rapport à la forme non classique. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ma pratique se réduise à un artisanat, d'une maîtrise d'un produit fini, mais que ce soit plus l'expérimentation d'un processus en mouvement dont les livres sont des aboutissements satisfaisants, mais que le processus soit vivant et explore différentes formes. Ça, c'est Michael Lachance, professeur, philosophe, qui réside à Chicoutimi, m'avait dit, il s'est souvenu de toute façon, il me disait, toi, t'écris tout le temps le même livre, et je pense qu'il a tout le temps, il a tout à fait raison. Il dit, moi, je vois pas de différence dans tes livres. Entre ces livres-là? Ouais, et il a aussi raison. Donc, et je comprends qu'ils sont aussi très différents, et en même temps, c'est le même. Et donc c'est pour ça que c'est ça, c'est le processus créatif finalement, et c'est lui qui m'intéresse, qui rend la vie plus agréable. Et je cherche pas à bâtir un beau produit fini. Parfois ça peut être intéressant. Pour Ténèbres, oui, il y avait la volonté de faire un produit fini. J'en ferai d'autres peut-être, si j'en ai la possibilité ou la force. Le premier livre, c'était la volonté de faire un produit mal fini et pas beau. Et ce que je fais avec le Centre Banque, c'est pareil, la volonté d'un produit encore plus difficile d'accès, et pour le coup, pour lequel c'est de l'écriture non créative. Ça veut dire que j'écris pas vraiment, je copie et je colle. Donc c'est pas tout le temps, ça peut être aussi que selon peut-être un continuum, fini, pas fini, beau, pas beau. Mais il y a clairement un processus vivant que tu cherches à maintenir bien vivant, un processus de création qui donne de temps à autre toutes sortes de fruits qui peuvent sembler hétéroclites, mais en même temps qui nous dressent un parcours cohérent, celui de l'écrivain Paul Caxac. Bien, je te souhaite et je nous souhaite à tous que tu maintiennes toujours, longtemps, le plus longtemps possible, ce flux créatif vivant pour qu'on puisse, une fois de temps en temps, comme ça, accéder à un pan de cet esprit à la fois étrange, fascinant et magnifique. Merci beaucoup, Paul, pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. À la prochaine, peut-être.